Bonjour madame, bonjour monsieur. Soyez les bienvenus sur le plateau de Zouk TV dans Plaisir de lire comme chaque mercredi après-midi. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir deux invités qui sont fans de lecture, qui aiment la littérature, qui aiment lire tout simplement. Et donc sur le plateau avec moi, à ma gauche, en nous disant bonjour à... Bonjour, Richard Buneau. Bienvenue Richard. Merci beaucoup. Tu seras le bienvenu dans Plaisir de lire. Merci beaucoup. En face de Richard, nous avons... Emmanuel de Rénal. Bonjour Emmanuel, bienvenue aussi dans Plaisir de lire. Merci. Donc cet après-midi, avec nos invités, nous allons découvrir des mondes, des paysages, des époques. Nous allons aussi réfléchir sur notre temps, sur notre culture, sur notre Martinique et pourquoi pas sur le monde. Donc nous revenons vers Richard. Donc Richard, de quoi vas-tu nous parler aujourd'hui? Alors, Richard Buneau, auteur martiniquais, de deux recueils de textes, Ma réalité, paru en 2019 aux éditions Jet d'encre, et Un grand cri au mois d'avril 2021, c'est-à-dire l'année dernière, même éditeur. Donc ce sont des recueils de textes qualifiés de poésie, mais ce n'est pas de la poésie qui va chanter, de la poésie qui va faire rêver, mais c'est plus de l'interpellation, c'est-à-dire je suis en train d'analyser ce qui se passe autour de moi, comme tout un chacun et singulièrement tout bon Martiniquais, et on réalise qu'il y a des choses qui se passent autour de nous, on a envie de le dire, on a envie de l'écrire, on a envie de le chanter, on a envie de le jouer. Moi, j'ai choisi de les écrire. D'accord. Donc, rappelle-nous le titre de ton ouvrage. Alors, le premier, c'est Ma réalité, paru aux éditions Jet d'encre, et le deuxième, c'est Un grand cri. D'accord. De quoi vas-tu nous parler d'abord? Alors, on va d'abord parler de Ma réalité. Ma réalité. Tout seigneur, tout honneur, il est sorti avant, on ne peut pas non plus le mettre de côté. Alors, je disais paru en 2019, et grande fut ma surprise quand il a été nominé au prix international Fête Cannes de Marie Scondé. Donc, quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais non, mais un auteur martiniquais, jeune auteur, puisque c'était quand même la première œuvre nominée, ça a été quelque chose d'extraordinaire pour moi. Donc, dans ce recueil, je suis en train de parler à tout un chacun, c'est-à-dire le lecteur, quand il prendra le livre, quand il prendra le recueil, d'une manière ou d'une autre, il va se sentir intéressé, il va se sentir attiré par les textes, parce que ce que je dis, c'est ce que tous nous voyons, c'est ce que tous nous vivons. Et je me répète, il faut le dire, mais comment le dire, à qui le dire et où le dire? Donc en gros, c'est ça. Et ce sont des textes qui... alors je ne suis pas dans le jugement, hein, je ne vais pas non plus à l'affrontement, mais je suis plus dans l'interpellation. D'accord. Alors, ma réalité, est-ce qu'il y a des thématiques particulières? Est-ce qu'il y a une époque particulière, un lieu? Alors, l'inspiration, c'est quelque chose d'extraordinaire, parce que je l'ai imaginé comme ça. C'est un moyen de transport qui vient me chercher. Je ne sais pas où je vais. Je ne sais pas où il me dépose. C'est simplement en arrivant, on me dit, tu descends, c'est ici que tu travailles. Et donc, c'est du divers et du varié. C'est-à-dire que je ne suis pas parti dans une direction, mais j'ai traité de tout. J'ai traité de tout. C'est-à-dire, rien peut déclencher une inspiration. Et l'inspiration, c'est à n'importe quel moment du jour ou de la nuit. Et il faut se lever, si c'est la nuit, pour le faire, pour l'écrire, parce qu'après, on ne l'a plus. Donc, j'ai traité des thèmes divers et variés. Est-ce que tu pourrais nous donner quelques exemples? Oui, bien sûr. Ou exemples, Ou quelques titres. quelques titres, ou bien des sujets de prédilection? Alors, moi, je suis en train mon fonctionnement, il est le suivant. Alors, en matière de différents thèmes, j'ai parlé, par exemple, de la nature. Oui. La nature, je crois que tous nous sommes concernés par ce qui se passe. Je dirais, le sort qui est réservé à notre nature. Quelquefois, on se dit, la nature qui est notre mère,
qui nous nourrit, le sort qu'on lui réserve quelquefois, on se dit, mais il va falloir arrêter avant qu'il ne soit trop tard. Donc je parle de la nature, je parle de notre société, je parle de la Martinique, je parle de la violence. La violence, nous voyons que c'est devenu notre quotidien. Et à un moment donné, on a l'impression que c'est devenu tellement banal qu'on ne s'arrête même plus à ça. C'est comme ça, on vit avec et puis c'est comme ça. C'est pas... Et j'ai encore en mémoire un ami qui, quand il achetait le quotidien, s'il n'y avait pas quelque chose de dramatique dessus, il disait, je n'allais pas ni rien dedans. Parce que c'est devenu quelque chose de... On a besoin de ça. On a besoin de ça pour faire vendre. On a besoin de ça pour qu'il y ait de l'audimat. Donc ça devient triste. Il est temps de réagir si on n'a pas encore atteint le point de non-retour. D'accord. Et comment qualifierais-tu la réalité, en tout cas ta réalité? Elle est comment? Ma réalité. Oui, c'est-à-dire, j'aurais pu le tituler la réalité. Bon, ce serait de la présomption. Je dis ma réalité parce que je vis la chose de l'intérieur et de l'extérieur. C'est-à-dire, je suis acteur de la vie. Je suis acteur de la vie, mais en même temps, je prends du recul en me disant, mais avec un œil extérieur, comment est-ce que je vis la chose? Donc, ma réalité, parce que je la vois comme ça, c'est-à-dire le lecteur, quand il prendra le recueil, il va lire un texte, il peut être ou pas d'accord avec moi. Bien sûr. C'est-à-dire, on va ouvrir un débat. Bon, en plus, si on ouvre un débat, de toute façon, ce sera du gagnant-gagnant. Je ne suis pas là pour dire ce qu'il faut faire. En tout cas, je n'ai pas la prétention d'avoir la solution au problème. Mais je suis simplement en train d'interpeller. Je dis, mais la chose, elle est comme ça. Mais pourquoi est-ce que nous attendons que ça atteigne un certain point avant de réagir? Or, si on a la possibilité d'agir en amont, pourquoi ne pas le faire? Donc, mes propos vont dans ce sens-là. J'analyse et je dis, maintenant, ceux qui ont un pouvoir de décision, ils vont, en tout cas, j'espère, agir et réagir. Sinon, notre petite Martinique, on dira un jour, il était la Martinique fut un jour. Et cette réalité, elle est comment? Elle est morose, elle est remplie d'espoir ou tout est à jeter? C'est-à-dire, la plupart, tous mes textes en général se terminent par une note d'espoir. D'accord. Sinon, ce serait dramatique. Sinon, mon lecteur, lorsqu'il aurait fermé le recueil, il dirait, mais tout est fini. C'est-à-dire, j'ouvre toujours une lucarne, une petite fenêtre, où je dis, mais regardez dans cette direction-là. Il y a encore la possibilité de faire certaines choses. Forcément, il faut qu'il y ait une note d'espoir, sinon, c'est dramatique. Alors, quand on regarde la chose de l'intérieur, c'est vrai que toutes les familles sont endeuillées, il y a des jeunes qui s'entretuent, il y a plein de choses qui, aujourd'hui, viennent, je dirais, garnir notre société. Des choses, peut-être, dont on aurait pu s'en passer. Mais c'est dedans, c'est là, on vit avec. Est-ce qu'on reste là les bras croisés en se disant, c'est comme ça, on ne peut rien faire d'autre? Ou est-ce qu'on se dit, mais pendant qu'il est temps, agissons et réagissons? Est-ce que tu peux nous donner une note d'espoir? La note d'espoir, c'est que... Alors, souvent, je dis que la vie, elle est belle. La vie est belle. Après, on me dira, tout dépend de là où on se situe. Non, la vie, par nature, elle est belle. Après, c'est vrai qu'il y a des tunnels à traverser, qu'il y a des moments difficiles, qu'il y a des... Oui, mais si on reste sur ces points négatifs, on n'a pas envie de faire le pas de plus. Mais si on se dit qu'il y a la possibilité de faire des choses, alors il faut s'ouvrir sur l'extérieur, ne pas rester là en regardant à ses pieds, on se dit mais je ne peux plus avancer, ou je n'ai plus envie d'avancer. Mais si on a le regard plongé dans le lointain, je pense que la vie va nous révéler des merveilles, de belles choses, et on a envie d'aller toucher du doigt ces choses-là. Et tu t'adresses à un type de public en particulier, des intellectuels, entre guillemets, des personnes ordinaires, des citoyens lambda? Je m'adresse à tout le monde et les retours sont là pour me dire qu'effectivement que mon public il est très varié. Mes lecteurs sont... Ça peut être le jeune de 8-10 ans qui vient me faire une remarque. Ça peut être la mamie, parce que j'ai beaucoup de respect pour les personnes âgées, qui viendra me dire, mais moi, il y a bagaille là, mais ça fait moi du bien, ça rappelait moi la montée jeune. Ça. Voilà, donc, et ça fait chaud au cœur. Ça fait chaud au cœur lorsque mon portable sonne et que j'entends quelqu'un me dire, mais monsieur Bruno, j'ai lu votre texte, j'ai eu votre recueil, j'ai lu un texte, mais ça m'a fait du bien. J'ai discuté de ça avec ma fille parce que j'ai un texte, par exemple, où il est parlé « N'oublie jamais
qui seront toujours ton père et ta mère. Ça, c'est le respect pour les personnes âgées, le respect pour les parents. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a des parents qui traversent des difficultés par rapport aux enfants. Et elle me dit, mais j'ai lu ce texte-là avec ma fille, mais il y a eu un changement, elle a été métamorphosée à la suite de ce texte. Donc quand on entend ça, on a envie d'écrire encore, on a envie de satisfaire le public, on a envie de faire du bien à nos lecteurs. D'accord. Emmanuel, est-ce que tu as une vision de la réalité? Comment toi tu perçois la réalité? Non, enfin, ce que je retiens de ce que je viens d'entendre de Richard, c'est que, d'une certaine manière, le regard que l'on porte sur les choses transforme les choses, en fait. C'est-à-dire qu'on a une responsabilité, nous, par la décision que l'on prend, de la manière de regarder les choses, de transformer les choses. Moi, ça me fait penser à la relation entre Mandela et son geôlier, par exemple. Voilà deux personnes que tout opposait a priori, et quand Nelson Mandela décide de voir dans son geôlier quelqu'un de bien, ce qui est quand même une démarche incroyable, oui, il parvient à le transformer. Et c'est un peu le parallèle que j'ai envie de faire quand j'entends ce que nous dit Richard, c'est que les choses sont ce qu'elles sont, mais elles deviennent belles si on y voit du positif, ou elles deviennent laides si on y voit du négatif. Donc ça nous redonne du pouvoir, nous, sur le monde. C'est aussi à nous de définir l'angle et le regard que l'on porte sur les choses. Oui. Est-ce que tu as un extrait que tu pourrais partager avec nous, s'il te plaît? Je prendrai le cri d'une mère. D'accord. Qu'est-il arrivé à mon bébé? Que s'est-il réellement passé? Quels sont les épisodes que j'ai ratés? Me voilà aujourd'hui en train de culpabiliser. Mes larmes, je n'arrive même plus à les sécher. Mais qu'est-il donc arrivé à mon bébé? Ce n'est certainement pas pour lui ce que j'avais souhaité. Il ne se souvient même pas du premier cri qu'il a poussé, ni du nombre incalculable de fois où je l'ai allaité. A-t-il une idée du nombre d'heures que j'ai passées à ses côtés? Peut-il se rappeler de la toute première fois où je lui ai appris à marcher? Et toutes ces sommes mises à sa disposition que je n'ai jamais comptabilisées? Que s'est-il passé? Je ne reconnais plus mon bébé. Il a grandi et aujourd'hui, je le regarde évoluer. La violence est son quotidien. Il ne peut plus rien contrôler. Impossible de lui parler. Toujours prêt à m'envoyer. Chut! Pourquoi veut-il me brutaliser, me bousculer, même me frapper? Ce lien très fort qui nous unit, comment a-t-il pu le briser? Ça fait mal, extrêmement mal. Je n'ai plus la force de crier. Vers quel saint ou vers quel Dieu pourrais-je me tourner? Qu'est-il donc arrivé à mon bébé? Mes bras sont ouverts, ils n'attendent que lui pour le serrer, lui dire avec mon cœur que je n'ai jamais cessé de l'aimer. Reviens dans mes bras, mon bébé, c'est ma dernière volonté. Si je devais fermer les yeux, sache qu'à jamais tu seras mon bébé. Le cri d'une mère, Richard Buneau. Effectivement, il y a la note d'espoir, de fin. Oui. En fait, c'est ça que moi j'attendais. Donc, effectivement, là, on peut imaginer cette mère qui voit partir son enfant, qui ne contrôle plus rien. Donc, elle est là et puis elle est... Vers qui elle peut se tourner? Qui pourrait lui donner la solution pour encore garder celui ou celle qu'elle appelle son bébé? Et là, mais le cri part du cœur et c'est déchirant. Et à la fin, elle dit, mais si jamais je dois fermer les yeux avant qu'il revienne, il faut qu'il sache qu'il sera toujours mon bébé. Que je l'aimerai toujours. L'amour d'une mère, je crois que ça n'a pas de limite et ça n'a pas de prix. Nous sommes d'accord. Effectivement. Après, ce serait intéressant d'avoir une version de ce bébé qui a grandi. Et après, c'est vrai que quand on est jeune, on ne réalise pas certaines choses. On peut peut-être considérer certaines actions des parents comme normales, l'amour de la mère, même du père, c'est-à-dire c'est normal sans réaliser. Et puis, ce n'est que peut-être après on se rend compte que tiens, maman avait fait ça, papa avait dit ça. Et malheureusement, quelquefois, c'est quand elle n'est plus là ou bien quand il n'est plus là. Donc,
est-ce qu'on peut faire machine arrière et puis réparer ce qu'on n'a pas pu faire au moment? Non, il est trop tard. Donc c'est pour ça que je dis que quand on a la possibilité de le faire, il faut le faire. C'est vrai. Cela étant dit, pour les personnes qui ont la possibilité d'avoir l'expérience d'être père ou mère, c'est aussi à ce moment-là qu'on réalise, qu'on prend conscience de certaines choses, puisque au début on est dans la position bébé, la position enfant, et quand on passe de l'autre côté, eh ben, bon, personnellement il y a beaucoup de choses, mais j'ai la bénédiction d'avoir toujours mes 2 parents vivants, mais il y a des choses que ma mère essaie de nous enseigner, pour nous on ne comprenait pas, et puis maintenant que nous sommes parents, mes frères et sœurs, on se dit, ah ben tiens, en fait c'est ça que maman nous disait, et elle nous disait souvent que de toute façon vous ne comprenez pas maintenant, vous comprendrez dans quelques années, vos enfants, avec vos enfants, ils vont vous l'enseigner. Et effectivement on voit que c'est un cercle. Oui, mais c'est le langage de tous les parents, en fait. D'ailleurs, il y a l'expression de bientôt chez nous qui dit, mais tantôt, ouais. Donc, à un moment donné, c'est vrai que quand on est enfant, on est là et puis on a l'impression qu'on a droit à tout. Et jusqu'au jour où on passe de l'autre côté de la barrière, on devient parent et à ce moment-là, on se dit, mais c'était donc ce qu'on me disait, en fait. Donc, je suis en train de le vivre en plein. Lorsque je me rebellais, eh bien aujourd'hui mon fils se rebelle, mon enfant se rebelle, donc la réaction elle est là. On est obligé de faire le parallèle avec ce qu'on avait entendu et ce qu'on vit au moment précis. Tout à fait. Et ton second livre, comment il s'intitule? Alors le second recueil s'appelle Un grand cri. Pourquoi un grand cri? Il est composé de 52 textes qui ont été écrits essentiellement durant... Un pour chaque semaine? Un pour chaque semaine, ça peut être ça. Essentiellement écrit durant la période du Covid, premier confinement. D'accord. On a du temps parce qu'on est confiné. Il faut trouver quelque chose à faire pour pouvoir tuer, entre guillemets, ce temps-là. Pendant 1 mois et demi, je suis là en train de... J'analyse encore parce que j'ai cette faculté d'analyser rapidement les choses. Et je me dis, mais il me faut écrire. Et pendant en 1 mois et demi, je sors un grand cri. Enfin, le manuscrit, il est fait, en 1 mois et demi. Et là aussi, ce sont des cris parce que le confinement, en tout cas de mémoire, de ma mémoire, on ne sait pas ce que c'est, on ne savait pas ce que c'était. Quelque chose qui nous tombe dessus, comment le gérer? Il y a tellement d'informations qui tournent autour de ça. Voilà ce qu'il faut faire, voilà ce qu'il ne faut pas faire. Donc, on se dit, mais on va tous mourir. Quand on entend ce qu'on nous dit, il est là, le virus, il est là, il est hyper dangereux. Je suis un observateur, donc quand moi j'allais faire mes courses, je prenais un réel plaisir à me mettre à l'écart et de regarder la réaction de mes compatriotes. Tous, quand on arrivait, on enlevait la lingette, on nettoyait le chariot avant de partir avec. Il fallait rentrer, laisser les courses dehors, laver les paquets congelés avant de... C'est-à-dire, il y avait tellement de choses qui tournaient autour de ça qu'on se dit, mais on n'a pas droit à l'erreur. Moindre erreur, on passe de l'autre côté. Et ce qui me surprend aujourd'hui, c'est que, même toujours observateur, il y a plus grand monde qui désinfecte le chariot avant de le prendre. Est-ce que très peu. Oui, je suppose qu'il y en a encore. Mais combien, en rentrant à la maison, laissent les vêtements, les chaussures dehors, laissent les courses dehors, prennent la douche tout de suite. Bon, je ne sais pas si on fait un sondage sur 10, je ne sais pas combien le font toujours. En tout cas, je fais partie de ceux qui ne le font pas forcément. Et est-ce que c'est parce que le virus est moins dangereux ou est-ce que nous sommes devenus tellement habitués avec le virus, donc on a baissé un peu la garde? Donc, dans ce recueil, Un grand cri, je parle encore de ça. Je parle il y a eu la mort de Floyd qui a touché, je crois, le monde entier. Donc, d'une manière ou d'une autre, c'est-à-dire, je rends hommage à certaines personnes dans le livre, dans Un grand cri. Et le but, une fois de plus, c'est d'interpeller mon lecteur, d'interpeller celui qui va le prendre. Il va se dire, mais non, mais je suis sûr qu'il est en train de parler de ça. Je suis sûr que de ce fait-là, il a dû sortir ça. Et l'échange, comme je dis souvent, je suis toujours ouvert à la discussion. Il n'y a pas de problème pour ça. Est-ce qu'on peut considérer que Le Grand Cri est ma réalité 2? Je dirais que c'est ma réalité 2, mais de manière beaucoup plus poussée.
beaucoup plus poussée. En quel sens? C'est vrai que lorsque lorsque mon éditeur l'a reçu, l'une de ses premières réactions était de me dire, mais tu as des textes qui sont engagés. Et lorsqu'il a reçu le Grand Prix, il m'a dit que tu as des textes qui sont très engagés. Ah, on est monté. Oui, c'est-à-dire que c'est vrai qu'avec l'expérience, Emmanuel certainement, il va confirmer, avec l'expérience, on voit la vie différemment, on voit les choses différemment, on analyse différemment. Donc forcément, l'écriture va changer. Et puis c'est vrai que quand on débute, il faut se faire déjà une toute petite place. Le monde littéraire, c'est un monde très, très vaste. Se fait une petite place. Donc on se dit que ce qu'on va sortir, il ne faudrait pas quand même que ça soit censuré. Donc on va y aller doucement. Bon, là maintenant, on va... Mais tout en étant dans le respect, je ne cite... Il n'y a aucun nom de qui que ce soit. Je peux relater des faits. Je peux dénoncer certaines choses, mais à aucun moment, il n'y a pas d'attaque personnelle. Je n'attaque personne de manière nominative. Hein. C'est dit, le lecteur va peut-être faire le parallèle ou pas. Ça peut être aussi de la fiction. Comme il est dit, alors tout rapprochement avec un fait réel n'est que pure fausse. Donc simplement, je suis en train d'interpeller mon lecteur. Et j'insiste énormément sur ce verbe-là. J'interpelle mon lecteur pour qu'il puisse prendre conscience de certaines choses. D'accord. Donc, par rapport à ma réalité, par rapport à le Grand Cri, interpeller le lecteur, c'est pas forcément interpeller les dirigeants politiques. Mais le dirigeant politique, il a sa part. C'est un acteur je dirais même qu'il a le pouvoir. Il a, comme disait Emmanuel tout à l'heure là, tous ont un pouvoir. Il y a de ceux qui ont plus de pouvoir que d'autres. Le dirigeant politique, si effectivement, ça m'arrive de discuter avec certains, mais ils ont une lourde responsabilité pour gérer les affaires de la Martinique. Je n'ai pas la prétention de leur dire ce qu'ils doivent faire. Ils savent. Ils savent ce qu'ils doivent faire. Maintenant, s'il prend le texte, s'il prend le recueil et qu'il le lit, il va se sentir visé à quelque part. Il va se sentir visé. Pourquoi? Parce que je dénonce certaines choses. Alors, est-ce que je dois dire que je dénonce ou est-ce que je parle de certaines choses? Bon, parce que dénoncer, on peut se dire que je suis en train d'accuser ou non. Je suis en train de révéler certaines choses, de parler de certains faits. Notre Martinique, la violence en la Martinique. Mais comment faire pour, si c'est encore possible, pour rayer cette violence? Mais une violence gratuite. Est-ce que nos politiciens, oui ou non, ont une possibilité d'agir dessus? Je dis oui. Mais comment faire et que faire? D'accord. En tout cas, merci beaucoup, Richard. Merci. Donc, tu nous as présenté, redonne-nous le Ma titre. réalité et un Grand Cri. Ma réalité, un Grand Cri. Donc, le but est de nous interpeller, lecteurs, à sortir de notre état passif ou spectateur, mais se demander, tiens, qu'est-ce qu'on peut faire à son niveau pour apporter un plus. Pas forcément, personne n'a la solution miracle, mais si chacun essaie de faire mieux, on verra des changements au sein de la société. Absolument. Merci beaucoup, Richard. C'est moi. Maintenant, nous allons nous tourner vers Emmanuel, qui va peut-être nous faire réfléchir ou... Je ne sais pas. Alors, de quoi vas-tu nous parler? Alors moi, j'ai écrit 2 livres. J'en ai écrit un en 2020 qui s'appelle Ubuntu, ce que je suis. Et j'en ai écrit un deuxième en 2021 qui s'appelle Rectalinéa. Donc moi, je vous propose de parler d'Ubuntu, mon premier livre, puisque je crois que sur ce plateau-ci, une lectrice a eu l'occasion déjà de présenter Rectalinéa. Tout à fait. Et voilà, donc Ubuntu, c'est un livre, c'est mon premier livre, donc c'est mon premier cri. Je l'ai écrit, alors, à la différence de Richard, c'est que quand je l'ai écrit, je n'avais pas l'intention de le publier. Donc je l'ai écrit avec une vraie liberté. Je ne me suis pas autocensuré. J'ai vraiment lâché ce que j'avais dans le ventre. Et je voulais surtout rentrer dans des sujets qui sont des sujets souvent tus chez nous, dans nos sociétés, des sujets qui ne sont pas abordés, les sujets du non-dit. Et donc, moi, j'ai voulu rentrer dans ce débat-là, en tout cas, jeter mon pavé dans la mare.
Et j'ai voulu notamment parler de la notion d'identité. Donc ça a été le point de départ et la volonté de ce livre, en ayant comme angle d'abord de relativiser ce que c'est qu'une identité, parce qu'au fur et à mesure de l'écriture, je conclus aux aspects nocifs de la quête identitaire, donc ça je pourrais y revenir, que je remplace plutôt par la complexité de ce qui compose les êtres humains. Et en fait, au fond, un peu comme disait d'ailleurs Jean Bernabé à l'époque, qui contestait la notion d'identité, il préférait parler de personnalité, qu'il trouvait plus riche, meilleur reflet de la vérité humaine. Eh bien, je suis assez d'accord avec cette pensée-là. Et voilà, donc ça c'est un peu le fond du message que je veux délivrer. Et pour y parvenir, donc c'est un texte qui est un voyage dans le temps, un voyage dans des personnages qui remontent au début même de l'existence de l'humanité. Et donc je fais une trentaine de portraits de personnes qui remontent le fil du temps depuis la préhistoire jusqu'à nos jours, comme si ce sont des gens qui sont reliés les uns aux autres dans une généalogie et qui arrivent jusqu'à ma personne. Et donc c'est intéressant. Ce que j'ai cherché à faire, c'est de démontrer que je suis toutes ces personnes, que le résultat de la personne qui est devant vous porte en elle finalement la totalité de ses ancêtres, dont en réalité 95% sont les mêmes que ceux de Richard ou que les tiens, puisque Homo sapiens est un animal qui commence à penser depuis à peu près 80 000 ans et que nous avons l'essentiel de nos aïeux communs. Donc c'est cette vérité-là que je voulais mettre en avant. Et puis en le faisant, raconter un petit peu l'histoire de l'humanité, donc par des portraits qui se veulent assez vivants, assez tranchés, et puis avec bien évidemment une partie de personnages qui sont fantasmés, qui sont imaginés, qui sont inventés, et puis quand on remonte, quand on approche de la période contemporaine, là je commence à rentrer dans de vrais personnages qui m'ont précédé. Donc, et là, j'ai pu m'appuyer sur des documents familiaux, sur des archives publiques ou privées, pour pouvoir dessiner les personnages qui ont fait mon passé, donc selon différentes branches, en remontant jusqu'à aujourd'hui. Alors, ce titre d'Ubuntu, d'où vient-il? Que signifie-t-il? Alors, Ubuntu, c'est une philosophie bantoue d'Afrique du Sud, oui. Qui a été surtout popularisée par Desmond Tutu quand il a organisé les rencontres vérité et réconciliation pour sortir de l'apartheid. Et c'est une philosophie qui dit en substance: je suis ce que je suis grâce à ce que tu es. Donc c'est une philosophie de l'altérité qui dit en gros, seul individuellement on n'est rien, c'est par le lien que nous réalisons entre nous que nous sommes quelque chose. Donc nous existons par les liens que nous faisons, que nous produisons avec nos entourages. Et donc, moi, c'est une philosophie que je trouve très, très intéressante parce qu'elle définit l'homme comme étant une relation. C'est un peu ce que disait d'ailleurs Édouard Glissant quand il parlait de l'identité de la relation. C'est un peu cette idée qu'on retrouve derrière Ubuntu. Et j'ai voulu, moi, servir cette idée en disant que nous sommes reliés aux autres. Et ça, c'est ce qui nous caractérise sur la planète. Nous sommes des êtres de relation. Mais nous sommes reliés également à ceux qui nous précèdent. Donc il y a cette double liaison, et donc nous sommes des maillons. On ne peut pas avoir la prétention de revendiquer une existence autonome en niant tous ceux qui nous entourent, d'une part, que ce soit nos ennemis, que ce soit nos parents, que ce soit nos... Parce que chaque relation, je sortirai de cette rencontre avec vous deux aujourd'hui, enrichi de ce moment. Et donc ça va forcément venir renforcer ma personne.
et vous, j'espère, de la même manière. Donc l'idée, c'est de se nourrir en permanence des relations, des rencontres, et c'est accepter le fait que notre existence s'alimente de ces rencontres. Et j'essaie d'exprimer l'idée que si on ne raisonne pas comme ça, on est très prétentieux d'imaginer que tout seul, indépendamment des autres, on pèse quelque chose sur cette planète. Donc, d'une certaine façon, en t'écoutant, on pourrait dire que l'homme solitaire en stricto sensu, il n'existe pas. pas. Non, c'est un animal. Ce n'est plus un homme. L'homme est par essence social. L'homme s'est construit par agrégation. D'ailleurs, depuis les peuples primitifs, l'homme était d'abord une tribu. L'homme solitaire, ça ne fonctionnait pas. On dit d'ailleurs même qu'il y a des volumes de tribus maximales pour que les hommes optimisent leur relation aux autres. Je crois que c'est 150 personnes. Au-delà, c'est compliqué de connaître individuellement correctement les gens. Mais comme l'homme est par essence sociale, il va jusqu'à inventer des moyens d'accroître ses cercles, notamment en créant des unités plus vastes, des villages, puis des villes, puis des pays, puis des empires. Et aujourd'hui, on est dans le monde mondialisé avec les réseaux sociaux qui prolongent encore cette dynamique humaine. Tu m'as devancé puisque j'allais demander, mais imagine, je suis un homme casanier, je ne sors pas, je ne vais pas dans les fêtes, je ne vais pas à la plage, je reste chez moi. À la limite, j'aurais dit, donc si je dis je vais travailler, je sors travailler, je rencontre du monde. Donc, je travaille à la maison puisque c'est la tendance. Je travaille à la maison, télétravail à 200%, personne ne me voit. Malgré cela, je suis quand même un être de relation. Oui, puisque le sens que tu donnes à ta tâche, même si tu t'isoles pour le faire, d'une certaine manière, tu participes à un projet collectif. Par ton travail, tu es forcément dans la construction d'un bien commun, d'un projet collectif. Donc c'est illusoire de penser que tu peux te passer des autres. C'est pas vrai. D'accord. J'aime bien cette idée que tu as présentée, le fait que, en fait, nous sommes le produit de ceux qui nous ont précédés, nos ancêtres. Nous sommes le produit, justement, des interactions que nous avons, notamment l'expérience que nous avons en ce moment-là, actuellement, mais aussi avec aussi les autres personnes que nous rencontrerons vont contribuer à forger cette personnalité. Et d'une certaine façon, il y a un lien avec peut-être ceux que nous ne connaissons pas, nos futurs descendants. Oui, on pourrait pousser le projet comme ça, mais ce qui est intéressant, ce qui est intéressant, je ne sais pas si je peux dire comme ça, mais déjà, nous devons tous prendre conscience de la force des liens qui nous unissent aux autres. On peut traverser la vie sans en être vraiment conscient, et on peut subir des relations. Mais c'est un peu la différence entre manger et s'alimenter. Vous voyez ce que je veux dire? Donc à un moment donné, si on est conscient et si on devient gourmand de la relation, eh bien on fait fructifier chaque relation et on en tire un immense profit. Enfin, on augmente sa propre humanité puisqu'on l'enrichit de ce qu'apportent les autres. Et moi je crois que ça peut donner un sens à la vie déjà, parce que vous savez, Richard parlait du grand cri avec la nécessité d'avoir une espérance, quels que soient les sujets. Ça me met le doigt sur la nécessité de donner du sens aussi aux choses, parce que si on se fait balloter dans la vie sans donner du sens, c'est pas un projet de vie très intéressant. Donc là, l'idée de dire on s'enrichit des autres, on optimise, on améliore nos relations en permanence, eh bien, ça donne un intérêt à la vie. Tout à l'heure, en préambule, tu expliquais, tu es revenu sur la notion d'identité. Identité que tu préférais à plutôt personnalité. Pourquoi? Alors, l'identité est, à mon sens, un concept dangereux. Alors, je ne condamne pas l'identité parce qu'il y a je sais que c'est un sujet délicat et sensible,
Mais quand je regarde malgré tout l'histoire du monde, il n'y a pas une guerre, il n'y a pas un conflit, il n'y a pas un meurtre, il n'y a pas de rapport de groupe fratricide qui ne trouve leur source dans une lutte identitaire. C'est-à-dire que chaque fois qu'on pose en préalable la nécessité de construire son identité, eh bien, la conséquence est souvent le déclenchement d'un conflit. On le voit entre les Juifs et les Arabes, les Français et les Allemands, les différentes communautés du monde se sont affrontées souvent sur des prétextes identitaires. Et donc, à partir de là, je dis, l'identité comporte une phase de danger. Pourquoi ? Parce qu'une identité, alors, il faut faire la nuance, parce qu'il y a ce qu'on appelle l'identité choisie et puis l'identité subie. Mais souvent, l'identité consiste, quand c'est embarqué avec trop de facilité, ça consiste à mettre une étiquette sur les uns et sur les autres, qui résume les uns et les autres sur des critères assez rapides, finalement, assez limités, qui ne sont pas le reflet de ce que sont vraiment ces personnes. Parce que chaque personne est un être éminemment complexe, qui embarque avec lui des milliers et des milliers de critères qui le caractérisent. Et dès qu'on parle d'identité, eh bien, on décide d'en supprimer beaucoup pour ne prendre que 2 ou 3 critères saillants et on l'enferme dans cette case-là. Et à partir de là, eh bien, commencent les amalgames, commencent les raccourcis, commencent les clichés et on n'atteint plus à l'humanité des gens puisque on confronte des étiquettes, on confronte des caricatures. Donc ça, c'est pour ça que je crains tous les combats identitaires. Je me méfie beaucoup de tous ceux qui convoquent l'identité comme étant un combat majeur. Je ne critique pas parce que je ne suis pas là pour porter des jugements, mais je trouve ça plutôt dangereux parce que l'aboutissement, c'est souvent de créer des camps. Il y a les camps de ceux qui sont dedans et donc les camps de ceux qui sont dehors, et puis ça se termine par des affrontements. Donc je préfère la complexité des relations entre personnes. C'est plus complexe, c'est moins facile à exprimer peut-être, mais ça reflète mieux ce que nous sommes, vous et moi, les uns et les autres. Richard, tout à l'heure, tu nous as parlé de cri, de réalité. Est-ce que c'est cette notion d'identité, là aussi, c'est des choses que tu as observées, questionnement de l'identité, soit dans la société martiniquaise ou... Oui, forcément, de toute façon, personne n'y échappe. Personne n'y échappe. Donc, à partir du moment qu'on va rentrer vraiment dans le vif du sujet, on commence à prendre conscience de certaines choses. Je crois que c'est Lilian Thuram qui disait que j'ai compris que j'étais noir lorsque l'autre m'a dit que je l'étais. Parce que on le vit au quotidien, on sait qui on est, jusqu'au jour où il y aura une différence. Il y aura une différence, que ce soit de race, que ce soit de classe, que ce soit de religion. À ce moment-là, il y a une espèce de schisme qui va s'installer. Emmanuel disait bien qu'à partir du moment que cette différence-là va s'installer, il y aura une sorte de conflit. On va partir dans une direction où le conflit va s'installer et puis après, on connaît la suite. Et pour rebondir sur ce que vient de dire Richard, Lilian Thuram, alors effectivement, j'avais entendu ce propos, il prend conscience qu'il est noir quand on lui dit qu'il est noir, mais si du coup il intériorise qu'il n'est que noir, il s'enferme dans une réalité qui est très réduite, parce que bien évidemment, Lilian Thuram n'est pas que noir, il est 1000 fois autre chose. Vous voyez ce que je veux dire ? Et c'est ça ce côté réducteur des identités subies qui constitue un immense danger. Et c'est un piège dans lequel il ne faut pas tomber. Donc il faut être libre de ce qu'on est et de s'affranchir de tous les clichés qu'on veut mettre sur votre dos, alors que la facilité des regards extérieurs est souvent de vous résumer sur quelques critères et qui sont nocifs. Et pour revenir rapidement sur Ubuntu, est-ce qu'on peut dire qu'il a atteint à la fin un stade ultime ou bien il a appelé à évoluer? Alors ce livre, j'ai pris beaucoup de plaisir à l'écrire parce que sur la forme, j'ai voulu y mettre une forme assez tonique, assez imagée, avec des personnages un peu truculents, un peu saillants. Il m'a aussi permis de traverser l'histoire de la Martinique
avec les grands épisodes vécus aussi par mes ancêtres. Donc c'est un regard particulier, peut-être qu'on a eu peu l'occasion d'entendre à l'extérieur, mais que ce soit la période de la colonisation, que ce soit la période de l'abolition de l'esclavage, que ce soit les grands cyclones du siècle dernier qui ont ravagé le pays, que ce soit l'éruption de la montagne Pelée, puisque mes parents ont vécu cet épisode. Donc, ça permet aussi de traverser des épisodes forts de notre histoire avec des regards légitimes, puisque des regards de l'époque qui ont traversé effectivement ces épisodes-là, qui sont des regards peut-être subjectifs, mais qui sont néanmoins intéressants à analyser. Tout cela montre que cette notion de identité, personnalité, on revient à ce que Richard disait au début, la perception, le regard, et cette subjectivité fait aussi partie de l'identité. Bien sûr, ça ne veut pas dire que l'identité n'est pas quelque chose de fixe, mais qui évolue, qui est complexe, puisqu'il y a plusieurs facettes. Et c'est vrai que souvent, on a tendance à se concentrer, on prend peut-être 2 ou 3 critères, comme tu disais, on prend 2 ou 3 choses, et puis peut-être il y a une dizaine ou une centaine d'autres choses sur lesquelles autres éléments, on ne se concentre pas. Et c'est des questions, c'est un débat qui restera ouvert. Je pense que tant qu'il y aura des hommes, des femmes pour parler, pour observer, pour réfléchir, je ne sais pas s'il y aura une fin. Mais en tout cas, merci beaucoup Emmanuel. Alors, est-ce que tu peux nous rappeler le titre complet de ton ouvrage? Alors, Ubuntu, ce que je suis, et ça a été publié aux éditions L'Harmattan en 2020. Accessible à quel type de lecteur? À tous les types de lecteurs. C'est une lecture facile, rapide, c'est un texte qui se lit vite. Donc franchement, c'est un texte très accessible. Donc pas besoin d'un baccalauréat littéraire? Non, surtout pas. D'accord. Et Richard, le doctorat est nécessaire? Pas du tout, pas du tout. C'est à portée de tout le monde. Je disais, le gamin qui commence à lire, il pourra le prendre, et la mamie qui trouve du temps dans son fauteuil tranquillement le soir pour également trouver son compte dedans. D'accord. En tout cas, merci Richard, merci Emmanuel. C'est moi. Et c'est justement l'objectif de plaisir de lire, pour rendre la lecture accessible. La lecture n'est pas réservée à une élite, à un groupe d'intellectuels. On peut avoir le bac, on peut ne pas avoir le bac, mais lire, ça fait partie des premières choses qu'on apprend à faire, et on peut même être autodidacte dans la lecture sans être un spécialiste. Et avec la lecture, on apprend des choses. On voyage surtout. On voyage, et je pense qu'on n'arrête pas de réfléchir. Parce que quand on pense que tiens, on a compris telle chose, il y a un autre questionnement qui se superpose. En tout cas, merci beaucoup Richard pour ta présence. Merci de nous avoir honorés. Merci Emmanuel, ce fut un grand plaisir. Pour moi aussi. Le temps malheureusement passe très vite. Il passe très vite. En tout cas, si comme Richard, comme Emmanuel, vous avez un coup de cœur, vous aimez la lecture et vous souhaiterez nous présenter un livre, ce sera avec un grand plaisir. Nous pourrons vous accueillir comme Richard et Emmanuel un mercredi. Et donc, il suffit de composer le numéro qui s'affiche maintenant, à savoir le 06 96 19 41 13. Et ce sera avec un grand plaisir que nous vous accueillerons sur ce plateau de Zouk TV. Donc, nous vous souhaitons une bonne fin d'après-midi, bonne lecture, et puis nous vous disons à très bientôt.